Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve Bonjour à en tous. 2021 pour une nouvelle émission des Actu Web du SEO Camp. Aujourd'hui avec moi David Shelley et Patrick Valibus. Bonjour Patrick, bonjour David. Salut Christophe. Bon, comme vous Salut l'avez dit, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Alors cette semaine, on a pas mal de sujets à partager avec vous. On va parler notamment du Brexit, encore une fois, après les accords qui ont finalement eu un peu lieu le 24 décembre. Qu'est-ce qui va changer en 2021? On va parler de e-commerce, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'Amazon, on va parler de nouveautés dans les SERP de Google. On va parler d'un rachat assez important d'une start-up française, Cocorico, et on va finir notre petite revue d'actualité en parlant d'Internet et de géopolitique, une fois n'est pas coutume. Allez, on démarre sur les sujets, un petit peu les sujets chauds de l'année, même à la télé, on en parle sans arrêt, le Brexit. Et moi, j'ai entendu parler de 81 000 noms de domaines qui étaient bloqués, suspendus, disparus. David, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai que c'est assez rare pour nous que les noms de domaine soient à l'honneur dans les médias. Donc, il y a 81 000 noms de domaine en .eu, donc qui est l'extension de l'Union européenne, qui ont été suspendus par le RID, qui est le registre qui gère l'extension .eu. Et donc, ils l'ont fait parce que les conditions d'enregistrement d'un domaine en .eu nécessitent d'être citoyen de l'Union européenne. Et sachant que donc les Britanniques ne remplissaient plus cette condition, les noms de domaine ont été gelés. Donc il y a eu beaucoup d'infos à ce sujet, beaucoup de débats. On va s'arrêter là parce qu'en fait, il ne s'est absolument rien passé. L'info, on la connaissait depuis très longtemps, mais les médias ont l'habitude de sortir des choses et puis de broder. En fait, s'il y a des snappers par ici, essayez pas d'aller regarder ce qui va tomber parce que tout le monde était prêt, les éditeurs de sites. Ils ont simplement changé leurs données Whois et puis ils continuent à utiliser les domaines en .eu. Et puis, il y a très peu d'entreprises anglaises qui utilisaient le .eu. Donc, c'est un non-événement. Donc, c'est dommage. Je suis content qu'on ait parlé des noms de domaine dans l'actu, mais voilà, c'est un non-événement. C'était juste pour rattacher ça au Brexit. Rien à dire de plus de mon point de vue, mais je peux me tromper. Ok, Patrick, éventuellement des choses, toi, de ton côté, sur cette partie nom de domaine. Je sais que, il me semble que tu nous en avais parlé aussi dans nos échanges. En fait, quand j'ai vu cette actualité, ça m'a forcément un peu titillé, même si bon, c'est jamais bien de se réjouir du malheur des autres, hein, clairement. Du coup, je suis allé voir Grand Maître David et Grand Maître David a dit que, donc je me plie à Grand Maître David. Voilà. Ok. Ouais, donc un peu une... Bon, voilà, rien d'exceptionnel, rien de nouveau au soleil, comme tu nous l'avais dit, David, aussi, quand on a échangé ensemble. Les gens qui ont des noms de domaine importants, ils s'en sont occupés, ils ont géré tout ça. Donc, bon, un Oui, peu de toute façon, un faux débat. de toute façon, tu regardes des gens qui ne voulaient pas de l'Europe, bon, sont pas forcément rattachés à un .eu de base, quoi. Voilà. Ok, alors on continue ce volet Brexit. Donc là, l'impact pour les e-commerçants, donc on en avait parlé lors d'une précédente actualité. Il y a eu un accord qui a été mis en place le 24 décembre, mais malgré tout, il va rester des formalités douanières à réaliser quand vous exportez vers la Grande-Bretagne, donc les fameuses déclarations CN22, CN23, etc. Et la problématique de la TVA, donc pour rappel, si vous expédiez en Grande-Bretagne des colis d'une valeur de moins de 135 livres, vous devez acquitter, vous, en tant que-e-commerçant, la TVA et la payer à l'État britannique. Et si vous expédiez des colis au-delà de ces 135 livres, c'est le client qui va devoir s'acquitter de la TVA quand il va recevoir son colis. Donc il y a quand même des impacts importants sur les sites e-commerce. On a vu en ce début d'année que des sites ont complètement bloqué les expéditions vers la Grande-Bretagne le temps de se mettre d'équerre, d'obtenir des immatriculations et de régler ces problèmes de TVA. Pour la petite histoire, à mon niveau, le retour que j'ai sur PrestaShop, c'est que PrestaShop, pour l'instant, ne sait toujours pas gérer cela nativement. Donc, il ne sait pas gérer correctement la gestion de la TVA pour l'envoi vers la Grande-Bretagne. Par contre, il y a des modules qui sont sortis, donc 2 modules sont sortis pour gérer ça. Un module a été créé par Mediacom 87 et un module a été créé par TeamEver. Petit point important, si vous utilisez ces modules, vous devez
intégrer, ajouter la monnaie livre sterling à votre boutique. Vous ne pouvez pas utiliser l'euro pour que ça fonctionne. Patrick, peut-être de ton côté, un petit retour par rapport à tes clients, par rapport à ça, et ce qu'il existe sur Magento. Yes, donc il y a un module qui est sorti qui permet de gérer une bonne partie de ce problème, hein, qui est sorti par guysweb.de, qui permet de gérer ce problème-là. De toute manière, l'avantage de Magento, c'est qu'on a quand même une communauté mondiale qui est assez énorme sur cet open source. PrestaShop étant quand même plus localisé France, donc c'est très bien pour les e-commerçants français, mais le Brexit concerne toute l'Europe. Et du coup, il y a déjà un module qui est dispo sur le sujet. Voilà. Bon, c'est top. Ouais. Magento était un peu plus réactif que PrestaShop sur ce coup-là. Bien vu à eux. Bon, ça marche. On continue sur cette partie e-commerce. Bon, rapidement, un petit rappel. Les soldes d'hiver démarrent le 20 janvier. C'était prévu au démarrage. Le démarrage était prévu pour le 6 janvier. Ça a été repoussé au 20 janvier. Moi, juste la petite parenthèse que je voulais faire avec ça, c'est qu'on voit déjà dès maintenant fleurir de partout des pseudo-ventes privées. Moi, je voudrais juste dire aux e-commerçants, vérifiez le cadre légal de ce que c'est qu'une vente privée. Je suis pas sûr que la DGCRF soit pénible en ce moment, mais voilà. On ne peut pas faire une vente privée aussi en mettant juste sur son site un bouton vente privée et que ça soit accessible à tout le monde. Il y a un cadre juridique pour ça. C'est un truc, c'est à transposer sur le web ce qui se fait dans les boutiques physiques depuis un moment, parce que les ventes privées, c'est un peu des fake soldes depuis un petit moment. Et il y a une réglementation qu'il faut respecter, mais globalement, c'est un peu une blague le truc, quoi. Je devrais peut-être pas dire ça publiquement, je sais, mais on sait très bien que c'est une loi une réglementation qui est vite contournée par tout le monde pour permettre de faire des soldes avant les soldes, quoi. Disons, ouais, alors, petit, juste, alors, tu as raison, hein, c'est une vaste blague. Moi, tu sais, j'ai été e-commerçant, je me suis pris un courrier de la DGCRF parce que je faisais des ventes privées. Voilà, je le dis juste. Donc après, on agirait, hein, mais voilà, ça fait pas trop plaisir de le recevoir et qu'ils te disent que t'as pas le droit de faire ça, même si tout le monde le fait. Tiens, creusons 2 secondes le sujet. Ouais. Quelle est la bonne manière de le faire pour pas avoir de soucis? Est-ce que la vente privée pour toi est 100% illégale, ou est-ce qu'il y a une manière de le faire pour pas être embêté et de continuer de faire ces soldes avant les soldes? Ouais, alors moi, ce que j'avais vu à l'époque avec la DGCRF, justement, il m'avait un peu expliqué ça dans les échanges et dans les courriers que j'avais eus. C'était qu'en effet, tu peux mettre en place un système de vente privée qui peut être accessible à tes clients qui sont déjà enregistrés avant la date de la vente. C'est-à-dire que tu peux pas t'inscrire à la vente privée après coup, quoi. Si tu démarres la vente, ça devait être valable pour tes clients d'avant, mais pas pour ceux d'aujourd'hui, quoi. Voilà. C'était ça le truc. Après, avec forcément les règles de même si c'est en période de vente privée, tu n'as pas le droit de vendre à perte. C'est pas comme pendant une période de solde. Voilà. Mais le truc, c'est de dire tu peux pas l'ouvrir à quelqu'un qui n'était pas inscrit sur ton compte finalement avant que la vente privée démarre. Mais donc, si tu regardes bien ce que fait un site, des comptes à tous ces visiteurs et de les travailler dans la durée et pas être dans du mode achète et casse-toi. On en revient au vieux basique. Voilà. On est bien d'accord. Et ouais, c'est clair. Alors, on continue cette partie e-commerce, messieurs. Encore une réjouissance de 2021, même si c'est sur le papier, je crois que ça fait déjà 2 ans que ça tourne. On a le fameux passage à DSP2, donc 3DS version 2, avec la double authentification. On en a parlé un petit peu avant, Patrick. Je pense qu'un certain nombre de e-commerçants sont prêts aujourd'hui, mais malgré tout, vous devez savoir en tant que e-commerçant que vous avez jusqu'au 31 mars pour devenir compatible avec cette norme DSP2. Et en règle générale, ça va passer par de la mise à jour de vos modules de paiement. Donc faites attention si vos modules de paiement ne sont pas à jour. Peut-être que vous allez devoir un petit peu travailler là-dessus, mettre à jour. Donc Patrick, je crois que tu m'as dit que de ton côté, sur les Magento, ça se mettait à jour automatiquement. Nous, sur les PrestaShop, c'est pas forcément automatique. Il faut faire les mises à jour manuellement, sachant que les modules sont les modules de paiement sont souvent basés sur des licences. Et si vous n'avez pas de contrat de maintenance sur ce module-là, vous devrez racheter un module et le réinstaller. Alors, exactement, sur Magento,
On travaille avec des prestataires quand même plutôt robustes et on est habitué à ce qu'ils mettent les choses assez facilement. Donc, bien sûr, il y a des mises à jour de modules, mais les modules, en tout cas, nous, sur lesquels on travaille, ne sont généralement pas payants en termes d'installation du module. La prestation qui est facturée, c'est celle d'encaissement d'argent, etc. D'accord. Donc, du coup, on va aller faire une mise à jour dessus, bien entendu, si elle est nécessaire. Après, l'avantage, c'est que tu as tout un tas de modules aujourd'hui qui, dans le cadre des paiements intégrés au tunnel d'achat, on va avoir une partie d'iframe et du coup, cette partie-là va être du coup autogérée par le prestataire sans forcément négocier. Après, attention, petit disclaimer, faites attention comment vous mettez en place ces iframes parce que si mal fait, ça peut être l'occasion de faire des failles de sécurité. Voilà, petit disclaimer. Voilà. Bon, après, si vous êtes e-commerçant, voilà, assurez-vous vos modules de paiement sont entre guillemets estampillés DSP2. Sinon, alors je crois qu'il y a une tolérance jusqu'au mois de juin, mais voilà, pour y avoir 2-3 petits soucis, creusez un petit peu cette loi DSP2. Je crois qu'il y a encore aussi alors il y a cette partie double authentification, mais il y a aussi quelques modifications sur un peu plus des changements sur les remboursements en cas d'utilisation frauduleuse de carte bleue, etc., etc. Dernier petit point sur cette partie e-commerce, je voulais profiter de ces échanges-là et potentiellement des frais que cette partie Brexit, cette partie comme paiement peut engendrer. Et dans cette période de couvre-feu et peut-être de reconfinement dont on entend parler, on voit qu'il y a eu des grosses choses beaucoup de commerçants se lancent dans le click and collect ou dans le numérique. Moi, je voulais juste qu'on discute quelques minutes ensemble des aides de l'État, des aides de la région, de ce fameux chèque numérique. Donc, pour exemple, je sais dans la région Rhône-Alpes, ici, où moi je suis, on peut avoir droit à une aide de 500 € pour une facture de moins de 500 €, donc une prise en charge à 100%. Ça va des frais de création, ça va des frais de publicité digitale, des frais d'optimisation du référencement. Enfin, dès que vous faites quelque chose autour d'un site internet, vous avez droit à ce montant-là pour une facture de 500 € prise en charge à 100%. Puis ensuite, une prise en charge à 50% jusqu'à un montant de 3 000 €, ce qui fait une prise en charge de 1 500 € de vos frais que vous allez engendrer pour optimiser votre outil numérique dans le cadre de cette période Covid. Ça démarre sur les frais du 1er janvier 2020 jusque de mémoire au 30 septembre 2022. Donc c'est quand même une très large fenêtre en termes de temps. Après, Patrick, est-ce que c'est cohérent pour toi ces éléments-là? Qu'est-ce que toi tu en penses? J'en pense qu'il faut le prendre avec un peu de recul pour ça. Clairement, tu viens voir une société comme moi avec un budget de 500 €, on va pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. Je voyais encore, je crois que c'était hier soir, sur un forum, tu vois, de dropshipping, tu vois, où c'est quand même les champions de la débrouille en général pour lancer des trucs, quoi. Et ils disaient tous, un gars qui voulait se lancer, ouais, non, à moins de 2 000 €, tu fais rien, quoi. Voilà. Donc, pour moi, ces 500 € pour bien les investir, si je devais donner un conseil aux e-commerçants qui nous regardent, c'est souvent, les e-commerçants, aux commerçants qui veulent passer sur le web, souvent votre force, c'est le contact client et c'est le côté local, voilà, à fond. Donc, travaillez ce truc-là à fond pour vous faire former ou trouver un freelance qui vous est recommandé. Prenez pas le premier qui passe parce qu'il y a des sacrés margoulins qui sont par là. On va pas se mentir, et dans la formation aussi, mais pour vraiment exploiter ce côté local à la fois. Donc, ça peut être soit de vous faire un My Business super bien travaillé, ça peut être de jouer à fond la carte Facebook. Moi, je le vois, j'ai plein de restaurants dans mon quartier à Lyon qui sont mis sur Facebook, qui ont travaillé un peu. Tu fais une petite pub pour te réveiller les clients que tu n'avais pas forcément avant sur ton Facebook qui viennent se mettre. Et derrière, tu joues ce lien de proximité pour que les gens continuent de venir commander chez toi et de faire du click and collect. Pour moi, il vaut mieux jouer cette petite carte à 200% que d'essayer de se dire « Ah bah du coup, je vais devenir Amazon comme Amazon et puis d'être déçu. » Voilà. Faire un petit truc, rester pragmatique mais être ambitieux. Voilà, sur cette petite fenêtre. C'est vraiment le conseil que je donne. L'idée conseil formation est très bonne. C'est important pour eux
de mettre ce premier pied dans cette aventure e-commerce, ce click and collect d'utiliser ces budgets-là à bon escient. David, toi, vu de l'Espagne, du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'aime bien le principe parce qu'en Espagne, c'est vraiment triste. Nous, on a au gouvernement en fait, on va rentrer dans le détail, c'est Mélenchon un peu, voilà, c'est l'extrême gauche. Ils sont, sans faire de politique, hein, ils sont vraiment mauvais. Et on va faire un peu de géopolitique tout à l'heure, donc on peut y aller, c'est la session aujourd'hui. C'est vraiment triste de voir un pays qui aurait un potentiel mais qui est mal géré. Donc ici, il n'y a pas d'aide, l'Internet est sous-développé et les commerçants sont dans des difficultés vraiment, vraiment importantes. Donc je me dis, en France au moins, on essaye de faire des choses. Donc je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit tous les deux, et notamment ce qu'a dit Patrick. Les montants ne sont pas suffisants, faire attention parce qu'il y a beaucoup de filous. Moi, si j'aurais mis peut-être un montant plus élevé, mais avec des prestataires agréés, parce qu'on est dans des métiers quand même où il y a des gens dont la valeur ajoutée est importante, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, c'est plutôt bien de le préciser parce qu'il y a des e-commerçants qui ne sont peut-être pas au courant et de savoir voilà, les limites. Mais plutôt un avis positif et ce n'est pas si mal en France par rapport à ailleurs, je pense. Ok, merci David. Allez, on enchaîne sur nos prochains sujets. Alors avant de faire une petite revue un peu plus rapide de l'actu, on va rentrer un petit peu dans le détail sur des nouveaux changements dans les SERP de Google, des changements soit effectifs, soit à venir. Je sais que Patrick, tu as vu passer quelques petites choses intéressantes. Yes, donc mise à jour sur l'affichage des SERP à venir, donc certains points plutôt aux États-Unis pour l'instant, d'autres un peu chez nous, mais on sait que si c'est pas encore arrivé, ça devrait pas tarder. Voilà. Donc on a une réduction encore et toujours de l'affichage des FAQ. On va pas se leurrer, hein, quand c'est sorti ce truc-là, on a tous tapé dedans comme des sagouins, donc forcément à un moment donné, ils se disent bon, on va peut-être arrêter un peu le truc. Hein. Je me souviens de certaines SERP au début où tu passais de 10 résultats à 6 ou 7 parce que tout le monde s'était mis à faire de la FAQ dedans, quoi. Donc voilà, donc là un petit peu le coup d'arrêt, puis tu avais de la FAQ pour tout et n'importe quoi. Hein. C'est la même chose que quand tu avais des images mises en avant sur les recettes, à un moment donné, ils ont mis le coup de semonce. Hein. Voilà. Bon, bah, même j'ai vu d'ailleurs passer un truc là-dessus sur les recettes, hein, je crois, où Google pousse encore des choses à lui hein, sur les recettes avec... il y a eu un petit... je crois que je retrouve, on en reparlera dans une prochaine actu, mais il y a eu un petit débat là-dessus, c'est qu'ils poussaient des produits à eux, je crois, indirectement dans les SERP via des recettes, pour le coup. Enfin, c'était un petit peu... faudrait que je retrouve ça. Et il y a aussi sur le changement des SERP l'apparition, donc du coup, à venir d'extraits vidéo, donc plutôt aux États-Unis, où on n'a plus que du YouTube, où ça va s'élargir du coup à un peu d'Instagram et de TikTok. Voilà, donc ce que ça veut dire, ça, au-delà de s'élargir, c'est que quand tu vas aller chercher de la visibilité, même si nous tous ici, on en a parlé un peu avant, hein, je trahis personne en disant qu'on n'est pas des fans de TikTok connectés, voilà, parce qu'on n'est pas la cible, mais il faut quand même qu'on s'y intéresse si on veut viser des clients potentiels, parce que potentiellement, TikTok demain sera un relais de visibilité pour nos clients. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. David, je sais que toi, tu es un grand fan de TikTok, par exemple. Mais Patrick a raison. Après, on peut se dire que l'Internet est tellement vaste que chacun peut se spécialiser peut-être dans là où il a une vraie valeur ajoutée. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que TikTok est en forte croissance et a un rôle à jouer. Après, est-ce que, par exemple, ma valeur ajoutée pour les accompagner dans TikTok sera élevée ou non? Je pense qu'elle ne sera pas élevée parce que je trouve que TikTok, c'est un bon symptôme de l'abrutissement, tu vois, qu'on peut avoir et de l'avancer vers le néant. Alors, je vais peut-être un peu trop loin, mais je sais qu'on parle beaucoup de créativité, de distraction, mais bon, moi, je ne suis pas du tout fan, mais je suis bien conscient que c'est très important. Je suis d'accord avec vous deux. Ok. Patrick, d'autres infos sur la SERP? Non, sur le coup, on a fait le tour de ce qu'on avait prévu, je crois. Ça marche. Voilà, juste pour le côté TikTok et ces trucs-là, c'est important d'identifier quelle cible on veut viser. Si tu veux viser des ados, etc., tu es quasiment obligé d'y aller. Si ton truc, c'est le cadre dynamique de 40-50 ans, c'est peut-être moins pertinent. Voilà.
c'est penser à ces arbitrages-là. C'est aller chercher les gens là où ils sont et avec le média qu'ils utilisent. Voilà, c'est surtout ça à retenir. Ok, ça marche. Ouais, dernier petit point sur la SERP, même si c'est pas de l'affichage pur de la SERP, dans la semaine de mémoire, Abondance a sorti un article sur la Core Update indiquant que des sites de piratage avaient été bien mis de côté par Google. J'ai pas vérifié l'info, mais voilà, j'ai lu ça, je vous partage cette actu. Alors, on parlait un petit peu de néant, etc. tout à l'heure. On a parlé aussi dans les émissions précédentes de génération automatique de contenu. Et là, on a vu passer cette semaine un nouvel outil, DALL-E. Donc, DALL-E, c'est un nom inspiré d'un côté de DALL-E et de l'autre côté de iRobot, je crois. Enfin, je sais plus comment il s'appelait, un des héros de Disney dans un film de robot. Génération automatique d'images, messieurs, est-ce que vous avez regardé un petit peu ça? Qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Oh, ça peut être une belle occasion de contribuer à la création de contenu riche en qualité pour l'Internet du web. Voilà. Je parlais de néant, donc voilà. Voilà. Après, non, bon, moi, je vais avoir un sujet de creuser ça pour des images en automatique pour du réseau de PBN. Hein. C'est pas le plus grand service rendu à l'humanité, je ne vais pas se leurrer, mais ça reste une composante importante de notre métier et pour les réseaux de sites qu'on monte pour les clients, oui, on va s'en servir si c'est exploitable et viable, parce que c'est comme tout, ces trucs-là, on est sur des technos naissantes. Si jamais tu te prends 10 jours de dev pour remplacer la recherche d'une image sur une banque d'images gratuite, c'est pas forcément viable. Voilà. J'ai retrouvé le nom, c'était DALL-E d'un côté et Wall-E, le petit robot de Disney s'appelait Wall-E. Voilà. De Pixar. Pardon, pas Disney, Pixar. Merci Patrick. Il faut corriger mes bêtises. Bon, allez, on enchaîne. On a vu passer. Ouais, pardon, excuse-moi, David. Vas-y. J'aurais rien à dire dessus. Mais du coup, l'AI, moi, ça m'intéressait quand vous étiez même tout petit. En fait, c'est un sujet que j'ai trouvé vraiment super. Et j'apprécie pas ce moment depuis 2-3 ans où c'est la tarte à la crème, on raconte tout et n'importe quoi et on met l'AI là où elle a aucun rôle à jouer. Et à mon sens, pour les images, justement, c'est une des seules applications où l'intelligence artificielle a du sens. Donc moi, je suis déçu de ce qu'on fait en général, notamment pour tout ce qui est phénomène humain. On pense que l'AI va remplacer l'homme, ça n'a aucun sens. En tout cas, tout ce qui est AI forte, j'y crois pas. Mais par contre, pour génération d'images, là, pour le coup, je pense qu'on a un potentiel intéressant. Donc, voilà, c'était une bonne actu, à mon avis. Après, il y aura toujours le débat de savoir si l'apprentissage est de l'IA ou pas, quoi. Moi, j'ai ma vision des choses, mais c'est pas le débat de ces deux sujets, mais je pense que quand un ordinateur commencera à penser, pour le coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, là, on parlera d'IA, mais pour l'instant, il pense pas, jusqu'à preuve du contraire. Allez, on continue notre petite revue d'actu. On a vu passer 2 rachats cette semaine. Le premier, on voit que Amazon a racheté Wondery, qui est un podcaster. Donc Amazon continue à étendre ses services, entre guillemets, ses ramifications, et montre de plus en plus aussi son objectif d'aller vers la vidéo. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas forcément de choses spécifiques à en dire, mais voilà. Point suivant, rachat suivant, un peu plus intéressant. Tu as vu passer, toi, David, le rachat d'une start-up française qui s'appelle Volterra. Ouais, alors voilà, en fait, c'est le montant qui est intéressant parce que 500 millions d'euros aux États-Unis, on n'en parle même pas parce que ça arrive vraiment tous les jours. Nous, si vous regardez les belles boîtes du web qui ont été vendues mais depuis 20 ans, en fait, on n'a jamais eu ces montants. Je crois que la plus élevée, ça devait être, peut-être que j'en ai raté une ou deux, mais quel coût qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce comparateur de coûts qui a été vendu, je crois, 125 milliards de dollars à Yahoo, ça remonte, mais on n'a pas de grosses ventes. On n'a jamais eu de vente à des milliards, alors qu'il y en a beaucoup en Chine, aux États-Unis. Là, c'est pas vraiment français. En fait, c'est des Français aux États-Unis, mais bon, on le prend parce qu'on n'a pas beaucoup de choses. Et c'est surtout la cybersécurité qui est un thème vraiment à la mode. Et nous, dans les noms de domaine, c'est un angle d'approche pour attraper des clients. On leur dit attention, sécurité des DNS. Par exemple, cette semaine, la mairie de La Rochelle, je crois, a été piratée. Enfin, ça plaît au grand public. Est-ce que derrière, c'est des solutions qui ont une grande valeur? À mon avis, non. Mais c'est le marché qui décide. Aujourd'hui, le marché aime la cybersécurité. Il y a 2 ans, c'était la blockchain, un petit peu de nouveau. Enfin, il faut être dans le bon timing. Et je crois qu'aujourd'hui, la cybersécurité,
Il n'y a pas des risques tellement plus supérieurs qu'il y a un an. Mais en tout cas, le marché aime. Les startups qui se lancent dans ça se font racheter. C'est intéressant de voir que c'est un phénomène qui aboutit à des mouvements. Il faut savoir que les boîtes qui rachètent, c'est des fonds. Mais en général, c'est des mouvements purement financiers. Je ne sais pas si vous avez suivi l'évolution des valorisations des GAFAM, par exemple. Là, depuis 2 ans, on a fait x3, alors qu'en fait, ils n'ont rien changé. Ils sont plutôt en stagnation, voire en récession. Mais le marché adore. Et voilà, donc le marché adore la cybersécurité. Et 500 millions pour une boîte française, c'est beaucoup. Ok. Bon, allez, on va terminer cette actu de la semaine. Et une fois n'est pas coutume, on va se permettre d'aller parler un peu de géopolitique et de ce qui se passe actuellement et le rapport entre l'Internet et la géopolitique. Donc, deux sujets sur lesquels on va pouvoir échanger, David et Patrick. Trump et les réseaux sociaux, d'un côté, et puis la disparition de Jack Ma. Alors David, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce qui se passe chez nos amis américains? Alors, en fait, je ne connais pas bien la politique, donc j'ai juste vu, ça m'a étonné de voir que Twitter et Facebook prenaient un parti contre, enfin en tout cas avaient pris des décisions de bloquer les communications du président Trump. Donc, je trouvais que c'était assez particulier d'avoir ce traitement. Finalement, c'est plus l'algorithme qui décide. Donc, moi, ça m'a étonné, mais je ne sais pas si vous avez un avis. Par contre, je n'ai pas d'avis politique. Et effectivement, comme Trump, personnellement, Trump, je le bloquerais tout de suite si je pouvais. Je ne laisserais jamais même parler. Mais normalement, si tu es un média important, je pense que tu dois avoir un devoir de neutralité. Donc, j'aurais aimé connaître votre avis. Sur Jack Ma, ça m'intéresse plus. Parce qu'il y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 ans, il y a un reportage d'Arte qui était incroyable, qui était sur les milliardaires chinois qui avaient disparu. Et ce reportage, moi, il m'avait vraiment choqué. J'ai essayé de me renseigner. Et c'est hallucinant. Il y en a un qui, en France, a disparu. On sait qu'il a été exécuté par le régime. Et en gros, si vous n'avez pas envie de vous taper l'heure du reportage d'Arte, on explique que le gouvernement chinois n'est pas capable de générer de richesse, mais il a compris qu'il laisse les milliardaires se développer et ensuite il les exécute, il les fait disparaître et il récupère sa richesse. Donc, c'est une thèse qui a l'air complètement farfelue, mais si vous écoutez l'heure de reportage Arte, c'est assez sérieux. Et si vous allez creuser derrière chaque exemple qui est donné, la disparition de Jack Ma fait sens. Et pour moi, si Alibaba n'était pas la première capitalisation boursière au monde, ils sont que 5, 6e, 7e depuis quelques années, alors que c'est les meilleurs, c'était simplement à cause du risque géopolitique qui pesait sur Alibaba. Donc moi, ça ne m'étonne absolument pas qu'aujourd'hui, alors peut-être qu'il réapparaîtra, mais il y a vraiment en Chine un gouvernement communiste qui n'a absolument pas les mêmes, qui n'a pas les mêmes rapports aux droits de l'homme, à ce que nous on connaît. Donc je suis absolument pas étonné et je pense que il y aura d'autres cas comme ça et que les entreprises chinoises sont dans un autre monde. Mais je vous laisse peut-être avoir des commentaires, parce que je ne suis pas spécialiste de géopolitique, mais j'adore ça. Non, moi, je n'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Patrick, peut-être juste nous rappeler un petit peu le résumé de ce qui s'est passé avec Jack Ma. Et puis, on rappelle en effet, comme tu viens de le dire, que Jack Ma est donc le fondateur, le créateur d'Alibaba, qui doit être aujourd'hui la première ou la deuxième plateforme e-commerce dans le monde. Il avait d'ailleurs pris un petit peu ses distances depuis quelques temps, en mode où il avait transmis le flambeau. Et le truc, en fait, c'est qu'il a fait une phrase, alors je l'ai pas retrouvé là rapidement, mais rien de très violent sur le régime dans un discours à Shanghai. Et derrière, il a disparu. Il y avait déjà eu des milliardaires qui ont disparu. Certains avaient réapparu. Ça fait 2-3 mois de mémoire qu'il a disparu, chose comme ça. Octobre, novembre, je crois. Et certains avaient réapparu après en prétextant des problèmes privés. Il serait assigné à résidence, là, a priori, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, mais rumeurs non vérifiées. J'ai pas de source chinoise, désolé. Après, en truc pour rester dans l'idée là, tu avais eu à Lyon l'ancien patron d'Interpol, qui était chinois, qui a disparu. Personne ne sait où il est aujourd'hui. On parle du patron d'Interpol quand même. Donc voilà. Du coup, Jack Ma à côté, si tu veux,
c'est un délire, quoi. Ouais. Je lui souhaite plein de bonnes choses à Jack Ma de ressortir d'où il est, bien sûr, mais c'est un autre monde que nous ne connaissons pas d'un point de vue tenant décision politique, etc. Et on ne peut pas se prononcer. Voilà. Non, Sur après, la est-ce que ça que je nous... Ouais. Pardon, sur, vas-y, sur vas-y. les partis Trump, ouais, clairement, c'est marrant, c'est la prise de position. Je crois qu'il y a eu un billet de Mark Zuckerberg, d'ailleurs, qui a expliqué pourquoi est-ce qu'il bloquait justement Trump de Facebook. Donc, je vous invite à aller le lire si vous voulez. Il est plutôt bien écrit. Mais c'est pareil, on marche sur la tête dans une société de réaction et on peut se poser la question, tu vois, c'est là où c'est intéressant de mettre ces deux infos en parallèle, c'est que la Chine, de par cette décision, rappelle à qui veut bien l'entendre que c'est la politique qui gère et pas le privé. Voilà, ça c'est clairement le truc qu'il faut retenir de ça. Et là, aux États-Unis, on a exactement l'inverse, en fait. Avec, du coup, ben, finalement, le privé qui, quelque part, a plus de voix, plus d'effets, de nuisances que le politique, quand tu y penses. Si on repense à l'histoire de l'influence sur les votes il y a 4 ans de Facebook, là. Et tu as eu un tweet qui est passé hier, qui était génial, qui disait que le mec qui détient les codes nucléaires américains a été jugé trop dangereux pour avoir un compte Twitter. Voilà. Voilà, c'est un petit trait d'humour, mais qui, quelque part, retranscrit bien la situation actuelle, où on se dit que, quelque part, tu as un effet de censure qui est plus fort en termes de visibilité de communication par les plateformes privées que par des plateformes publiques. Voilà. Ouais, vaste débat. C'est rigolo. Ça m'a fait penser aussi à une actu que j'avais vu passer là dernièrement, rapport à ces histoires, alors, sans aller dans les failles de sécurité, mais sur la protection des données et l'impact des États ou des sociétés privées là-dessus. Je crois que prochainement, on va être obligé d'accepter des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp qui va se permettre de passer notre numéro de téléphone un petit peu à la terre entière. Donc voilà. Je vous laisse aussi aller retrouver cette information-là. On va avoir des nouvelles CGU à signer et qui vont encore mettre un coup de canif dans nos données personnelles. Ouais, Signal a enregistré d'ailleurs un pic d'inscription hier sur Twitter. D'accord. Il dit, on est agréablement surpris de galérer à vous fournir des validations d'authentification parce que là, on est en train de prendre un pic d'inscription. Donc, c'est clairement lié à ça. Ouais, tout à fait. Ok, messieurs, d'autres actus qu'on aurait oublié, que vous avez vu passer cette semaine ou... Je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Eh ben super. Bon, écoutez, merci à tous de votre écoute. On vous prépare pour la semaine prochaine une petite revue d'actu et bonne semaine à tous et à toutes. Ciao, ciao.